Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette agora. Je vous en prie, ceux qui sont un peu loin, rapprochez-vous, on se sentira peut-être plus intime et plus en confiance. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir pour ce grand entretien avec Grégoire Solotareff. Bon, je veux pas le faire rougir, mais bon, je l'admire depuis très longtemps. Donc, c'est comme... J'ai presque le trac quand même, Grégoire, d'être là avec toi. Donc, on va parler de son parcours, on va parler surtout de sa façon de créer, de s'approprier le dessin, la peinture, voilà, de toutes ses passions. Et on va commencer par le commencement. Et d'emblée, j'ai tutoyé Grégoire parce que, bon, on se connaît, mais aussi parce que c'est le Québec qui est invité d'honneur et au Québec, on se tutoie. Alors, c'est parti. Bon. Je vais faire une petite introduction. Tu as le droit de m'interrompre, évidemment, mais évidemment, peut-être... Regarde si ça marche. Oui. Comment? Oui, ça marche. Donc, tu es né en 1953, je le dévoile, c'est pas grave, en Égypte, à Alexandrie. Tu as ensuite vécu au Liban, puis vous avez dû quitter ce pays rapidement pour vous rapatrier en Bretagne. Alors, disons que tu as eu une enfance assez atypique, on pourrait dire ça comme ça, où pas d'école, une maman qui vous laisse naviguer dans le dessin, les contes, enfin, tout ça était votre monde, en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est une enfance à moitié libanaise. Pas complètement libanaise, parce que c'était pas le papa en pyjama sur le balcon, mais c'est donc du coup une maman russe et un père d'origine libanaise, tous francophones depuis plusieurs générations. Et voilà, c'était une vie à la maison avec beaucoup de dessins. On nous voit en train de dessiner autour de la table avec ma mère à côté. Mais ma mère dessinait beaucoup. Et donc, on faisait comme nos parents, à tel point que mon père étant médecin, je me suis dit... je ne me suis jamais posé de questions jusqu'à 30 ans en me disant je serai médecin, voilà, à partir de 3 ans. C'était ma destinée. Et puis voilà, et puis quelques années après, je ne suis plus médecin et je suis dessinateur. Alors, je pense que c'était quand même important de redire un petit mot sur cette enfance, parce qu'il y a deux aspects qui me semblent extrêmement importants. C'est la liberté. On va revenir sur ce mot qui me paraît presque le mot d'ordre dans tout ce que tu fais. Et puis, côtoyer en fait les personnages de contes, puisque bon, plus tard tu vas publier Loulou, on va y revenir aussi, puisque ce sont les 35 ans de Loulou, un personnage mythique dans l'univers des contes. Ensuite, voilà, plus de 250 albums quand même, Oui. Très impressionnant. On les a pas tous mis, évidemment. Parfois en solo, parfois avec d'autres, comme Nadja, ou plus récemment, dans une nuit. Tiens, oui. Pourquoi cette excursion tout d'un coup Alors, c'est une petite digression, mais j'avais envie de te poser la question maintenant. Oui, alors, il y a quelques années, j'ai passé du temps à faire du cinéma d'animation. Et j'ai rencontré des gens, entre autres des décorateurs, qui, à partir d'un univers d'auteur, travaillaient dans l'animation. Et donc j'ai fait la rencontre de Julien Demann, avec qui j'avais envie de poursuivre cette collaboration en faisant un livre ensemble. Donc on a travaillé d'une manière assez spéciale, c'est-à-dire que j'ai écrit l'histoire, comme je fais toujours d'abord. Ensuite, des croquis très poussés, très poussés, mais des croquis sans que ce soit des rendus, sans que ce soit des choses définitives. Je lui ai donné et il les a transformés en une sorte de décor de cinéma, en fait, on peut dire, avec une lumière très réaliste, avec... quelque chose qui a ajouté vraiment une profondeur au dessin, et c'est une expérience qu'on a faite et je la réitère avec mon prochain album avec une autre décoratrice je fais ça avec mon fils et on fait un conte de Noël pour l'année prochaine. Alors tout ça pour parler un peu de tes divers champs de création. C'est pour ça que j'ai mis les affiches de 2 films aussi.
tu as vraiment un univers qui s'étend dans toute sa largeur entre le dessin, la couleur, l'univers de l'animation et aussi des fresques que tu as fait par exemple à la bibliothèque de Caen. Et je termine pour l'introduction des sculptures animalières que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ce sont des animaux que tu inventes. Enfin, tu pars d'un animal que tu stylises, mais je te l'ai dit, il y a toujours quand même une petite pointe d'humour. Je ressens une petite pointe d'humour et d'ironie même dans tes sculptures. Ça me fait plaisir. C'est le but. Bon. L'idée, c'est évidemment de détourner la réalité pour la rendre, dans le meilleur des cas, un peu enfantine et un peu sur la vie qui est devant et non pas derrière. Voilà. Alors, bien sûr, autour de ça, c'est le trait, la ligne. Et quand Loulou est né il y a 35 ans, c'est grâce à ce trait très libéré, en fait, que ça t'a ouvert au monde de la littérature jeunesse. Tu avais publié, évidemment, avant, mais disons que ça t'a ouvert toute une porte, tout un champ de création qui ne s'est jamais arrêté. C'est vrai que... Je pense qu'il faut quand même qu'on parle de ces 35 ans de Loulou et de la façon dont ce personnage est né. Donc non seulement c'est un loup, personnage mythique des contes, mais il a un trait particulier. Alors j'avais fait une première version de ce loulou, donc en 88, puisque c'était l'année où j'ai travaillé ce personnage. Et donc je tournais autour et je faisais... Mes livres précédents étaient une sorte de cuisine d'illustrateur, c'est-à-dire que j'agrandissais, je découpais, je passais en couleur, je changeais, etc. Et j'ai fait un livre comme ça, avant de le montrer à mon éditeur, Arthur Hubschmidt, un des cofondateurs de la maison de l'École des loisirs. Et donc, la veille de lui montrer, j'étais pas content. J'étais pas content, je trouvais que mon livre était raté en fait, mais j'avais une espèce de deadline pour le rendre et donc du coup j'étais un peu mal et je téléphone à Nadja, ma sœur, à qui je suis en contact très souvent et elle me dit écoute, s'il est raté, fous-le à la poubelle, je vois pas le problème. On montre pas un livre qu'on n'aime pas, donc et effectivement je dis mais c'est vrai, ça n'a pas de sens d'aller jusqu'au bout sur quelque chose qu'on n'aime pas. Donc je l'ai jeté et puis j'ai recommencé en me disant voilà, et si j'étais libre, et si ce livre... Tu te souviens d'avoir pensé comme ça, vraiment? Complètement. Ouais. Si j'étais pas coincé par un œil éventuel de retour qui fait peur un peu en disant voilà, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit joli, etc. Je me dis voilà, je vais faire un livre, voilà, pour moi, je le fais. Et puis j'ai travaillé comme ça pendant des heures et des heures, la nuit passée, et j'ai refait entièrement le livre, entièrement en mise en couleur, etc. Mais c'était une façon très différente de le faire puisque je faisais mon dessin en noir, je passais en couleur, c'était bon, je gardais, c'était pas bon, je jetais. D'accord. Et comme je dessine assez vite, 15 grandes images, c'était possible en quelques heures, enfin en une nuit, 24 heures, même pas, quoi. Et donc à la fin, j'ai quelque chose qui me surprend un peu moi-même. Je me dis, tiens, c'est un peu culotté, c'est un peu spécial. Je vais le montrer quand même à mon éditeur et dire qu'ils en pensent. Moi, je trouve que ça va. Pour moi, ça va. Et donc, je l'ai apporté à mon éditeur qui a regardé, qui m'a dit, écoute, c'est très différent de ce que tu fais d'habitude. C'est un peu violent comme ça, moi je l'aime beaucoup, on va en vendre 50, mais je le prends, pas de problème. Voilà. Les couleurs étaient déjà posées, tu avais posé tes couleurs? Ah oui, tout, c'était fini. D'accord. Le texte à part, vraiment prêt à déposer chez l'éditeur pour qu'il soit fabriqué, quoi. Et donc voilà, c'est le début de l'histoire de ce livre. C'est le livre que j'ai fait le plus rapidement de loin.
C'est vrai. par rapport aux autres, oui, de loin. Alors, bon, son succès est dû à ce personnage quand même, le loup. Tu as choisi un loup. Un loup, c'est un animal sauvage. Et il rencontre un lapin qui est un animal, on va dire, un tout petit peu plus civilisé, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça porte, cette histoire que les enfants aiment tant? À ton avis, qu'est-ce qui fait son succès? J'ai l'impression que c'est l'histoire de deux enfants qui se rencontrent et qui n'ont pas d'a priori pour l'autre. Ah oui. Qui ne sait pas que le loup est méchant et l'autre ne sait pas que le lapin c'est le repas. Donc, voilà, ils sont sans a priori. Il y a l'innocence. Voilà, c'est l'innocence. C'est l'innocence aussi qu'on trouve, enfin qu'on transpose évidemment, qui n'est pas tout à fait la réalité. Mais disons que dans une cour d'école, une rencontre de quelqu'un, on ne fait pas attention, on n'est pas sur le passé de l'autre, on l'accepte comme il est. Il y a quelque chose qui se passe entre vous et voilà, c'est ça. La vie, c'est ça, c'est les rencontres, c'est la spontanéité, c'est aussi l'idée que la différence est enrichissante et non pas ne fait pas peur. Et donc du coup, voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Sur le plan graphique, il y a peut-être autre chose. Peut-être que les enfants, comme mon trait est assez rapide, un peu comme un croquis, peut-être que les enfants trouvent ça peut-être plus accessible. Oui, et puis il y a les actions. Je sais pas, c'est difficile d'analyser. Voilà. Il y a les actions, ça dévale des pentes. Oui, oui. À la fin, ils se donnent la main, enfin le coude. Ça, c'est drôle, cette image de fin où on les voit de dos. J'avais une autre question, mais il y a aussi toute la notion de... En fait, le rapport à l'autre, je trouve que ce qu'a fait naître le loup, dans toute ta création, c'est l'importance que tu accordes au rapport à l'autre. En fait, je pense que c'est l'essentiel de toutes tes histoires. C'est toujours ce rapport à l'autre, que ce soit dans Coup de foot, que ce soit dans, enfin, voilà, dans tous les albums que tu as faits. Tu accordes cette importance. Découvrir l'autre, s'approprier l'autre, tomber amoureux éventuellement, devenir ami, dans les amitiés les plus improbables. Moi, j'ai l'impression que c'est le sel de la vie. C'est aussi ce qui se passe dans la vie, c'est que la vie change par rapport aux gens qu'on rencontre. Bien sûr. Plus que la géographie, plus que n'importe quoi, c'est quelqu'un qui vous donne non pas une direction en tant que maître ou élève, mais juste l'idée que moi, quand j'étais, par exemple, j'étais médecin, j'ai exercé pendant des années, et puis j'avais un ami qui était illustrateur, Alain Le Sceau, que certains de vous connaissent. Et puis, voilà, et on parlait ensemble, on parlait de peinture, on parlait de dessin, on parlait de sa vie, on parlait de la mienne, qui était difficile, à ce moment-là extrêmement difficile, dans le sens que je faisais des remplacements extrêmement durs, des journées très très longues et très dures, et je voyais mon camarade dessiner comme ça, comme quand il avait envie, les jours de la semaine n'existaient pas, il y avait quelque chose d'incroyable. Genre de vie idéale. Voilà. La vie, pour moi, c'était la vie idéale. Il avait la vie idéale. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, moi j'ai une vie que je trouve cauchemardesque, lui, il a une vie idéale, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et on y va, quoi. Et puis, sans compter que tu n'avais pas du tout dessiné pendant cette période où tu étais médecin. Voilà, j'ai pas 15 ans de ta vie sans dessiner quand même. Exactement. 15 ans sans dessiner, c'est beaucoup. Et il fallait que je reprenne une discipline et que je reprenne aussi le métier du dessin, parce que plus on dessine, meilleur on est. Bien donc sûr. du coup, c'était 15 ans un peu, il fallait que je rattrape tout ça. Donc. Et puis, j'avais 35 ans passés, donc une sorte d'urgence aussi pour gagner ma vie, pour travailler, pour m'imposer aussi. Il y avait beaucoup moins de livres qu'aujourd'hui, à l'époque, mais il fallait quand même s'imposer. C'est-à-dire qu'il y a donc une espèce de conviction, j'avais sans doute cette conviction, beaucoup plus que le métier, pour avancer assez vite. Et mon éditeur m'avait dit à ce moment-là, écoute,
la conviction, c'est encore plus important que le talent. C'est-à-dire qu'on peut être vraiment amateur, faire des choses un peu, disons, qui sont modifiables, qu'on peut arranger, etc. Mais quand on passe le sentiment de vouloir faire quelque chose absolument par désir, eh ben, ça se communique dans le dessin, et le dessin est très transparent pour ça, encore plus que l'écriture. Oui. L'écriture, il y a plein de codes qu'il n'y a plus dans le dessin. Il y a l'orthographe, il y a la syntaxe, il y a la langue. Le dessin, c'est universel. On voit qui on est. Voilà. Avec le dessin, on voit qui on est. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça que les enfants sentent, une spontanéité, voilà, en fait, peut-être, à travers le dessin. C'est peut-être ça. Alors maintenant, on va aborder un autre thème ensemble, qui est le thème de l'art. La place importante que ça tient. Bon, tu es un artiste, donc évidemment, tu vis dans ce domaine, mais quand même, j'ai mélangé une photo d'une de tes sculptures avec les imagiers que tu as fait à l'École des loisirs. Cette volonté de transmettre l'art aux enfants, elle te tient à cœur, j'imagine, mais qu'est-ce qui l'anime? Pourquoi tu voudrais que les enfants... Et on sait que ces livres sont toujours un peu difficiles à mettre entre les mains des adultes pour les enfants. Et pourtant, ça me semble essentiel. Parce que le dessin, c'est quand même né même avant que le langage soit élaboré dans les grottes de nos hommes préhistoriques, avec des dessins fabuleux. Fabuleux. Des dessins qui sont nés avant le langage, avant que même les histoires se créent. Donc c'est quelque chose qui parle naturellement aux enfants, on pourrait dire. Et pourtant, on a du mal à amener le domaine de l'art vers les enfants, puisque ce sont les adultes qui achètent les livres. Et souvent, ils vont... Ah, c'est pas une histoire, c'est un imagier, je ne sais pas comment faire avec ça. Donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cet aspect de... On croit que l'art est réservé à un regard cultivé, un regard, en fait... une élite. Voilà, à une élite, donc à peu de gens. C'est vrai que la démarche d'aller dans les musées n'est pas donnée à tout le monde, etc. Il y a tout ça. Mais moi, l'expérience que j'ai, c'est la peinture qui m'a donné envie de dessiner. C'est la peinture que j'ai regardée quand j'étais petit, c'est ça qui m'a donné envie de dessiner. Et donc on a pensé avec mon éditeur à l'époque c'est-à-dire que je lui ai proposé avec Alain Le Sceau, justement avec qui c'est mon camarade qui m'a initié à ce métier. On s'est dit voilà, c'est quoi l'imagier idéal? Il y avait un imagier du Père Castor, classique, que tout le monde connaît, qu'on a eu gamin. Bon, ok, c'est bien, mais l'imagier idéal, c'est quoi? Et on avait chacun cette façon de vivre qui était de découper des livres, il ne faut pas le faire, mais bon, on le faisait quand même, et de coller des images qu'on aimait sur les murs. Et donc on avait chacun un atelier rempli d'images qu'on trouve particulièrement belles et qui nous ont toujours donné envie de dessiner. On a fait ça, et un jour je lui ai dit, écoute, l'imagier idéal, c'est quoi? C'est celui qu'on a sur nos murs. C'est ça, l'imagier idéal. On a fait le petit musée, on a mis beaucoup de temps pour le faire. Il a eu un gros succès, puisqu'il est encore publié plus de 30 ans après. Et ça a été vraiment, je pense, assez initiateur de ce genre de livre dans l'édition jeunesse. Complètement. Et voilà, j'ai poursuivi des années plus tard cette idée de montrer aux enfants que les artistes voient leur monde, le monde général, d'une certaine façon. Renoir le voit d'une façon, Picasso le voit d'une autre façon, Van Gogh le voit d'une autre façon. Et j'ai pensé, moi, que c'est ce qui vous pouvait donner le plus envie aux enfants de dessiner, c'était ça. Alors voilà, il y a des enfants qui sont sensibles à ça et qui choisissent
c'est tel et tel artiste. Mais quoi. bon, ce sont des livres dont on peut se servir comme ça, juste en feuilletant. On n'est pas toujours obligé de commenter. Les enfants vont trouver eux-mêmes des choses qui les intéressent, s'arrêter à leur page préférée. Et c'est aussi cette richesse-là, ils l'ont pas nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et dans un monde où on est entouré d'écrans et on regarde beaucoup les choses sur les écrans, dans un formatage, je pense que c'est absolument nécessaire de mettre des livres comme ça entre les mains des enfants. Oui, moi je trouve que leur montrer, leur montrer aussi le détail dans un tableau, c'est-à-dire regarder, voyager dans le tableau pour dire voilà, ça je prends, ça c'est cette pomme, ce lit, ce personnage, ce visage, ces enfants, ça me plaît et je prends. Et je pense que les livres, bon, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est que les livres qu'on a considérés comme importants dans sa vie, quand on est très jeune, ça dure très très longtemps. Ça dure, ça vous donne envie de faire des choses. C'est un peu comme les rencontres, c'est un peu la même façon. Alors j'ai mis 2 images d'artistes que tu adores. Je voudrais juste que tu commentes rapidement pourquoi tu les aimes tant, ces 2 artistes. Alors Jérôme Bosch, c'est le génie absolu pour moi. Il n'y a pas mieux. C'est la liberté, la façon, évidemment, c'est aussi une façon de raconter des histoires. C'est-à-dire que dans ce tableau, ce jardin des délices, Jérôme Bosch, il raconte des histoires, il fait que des scénettes et il écrit à la fois, il dessine, il peint. Il mélange dessin, écriture. Il raconte des personnages, des situations, des caractères différents, des portraits, il y a tout. L'art est là pour moi. Et puis, voilà. Et puis, 100 ans après, Bruegel, lui, c'est plus la vie quotidienne, c'est une espèce de reportage extraordinaire de la vie à la Renaissance. Et c'est peint de façon magistrale, dessiné de façon magistrale. Et pour moi, ils n'ont pas été surpassés. Et ils ont en commun quand même une certaine ironie sur le monde, un certain humour de leur regard sur le monde, toujours, que tu aimes. Voilà, toujours l'ironie, le regard ironique, et puis surtout le pays d'où ils viennent, c'est le même endroit. Donc une lumière particulière, quelque chose qui montre que l'environnement est capital dans leur art, quoi. Alors, je voudrais revenir à ton travail à toi. Quand on a discuté l'autre jour pour préparer cet entretien, tu m'as dit « L'illustration m'aide à aller au bout des choses parmi tous les dessins que je fais. » Donc moi, je t'imagine dans ton atelier, en train de dessiner comme un musicien fait ses gammes au quotidien, toujours. Et tout d'un coup, un personnage prend un peu le dessus et va t'amener à créer une histoire. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? C'est pas tout à fait comme ça, dans le sens que j'ai envie de travailler, donc je cherche des personnages, je tourne autour, et puis dans un personnage, j'arrive à le rendre crédible, la rendre un peu vivant. Voilà, je fais le tour. C'est comme si quelquefois je fais une petite sculpture de ce personnage. Je fais en terre crue pour qu'il existe vraiment. Ah oui. Et donc du coup, une fois qu'il existe, je lui attribue une histoire que j'écris et puis après j'illustre. Alors aller au bout veut dire en fait finir un dessin, ce qui n'est pas forcément artistiquement toujours une réussite. Quelquefois les croquis sont plus intéressants que les dessins finis, mais disons que c'est une discipline, c'est le jeu, c'est la règle du jeu. Et donc à partir du moment où on a envie de raconter une histoire, on va jusqu'au bout dans la règle du jeu, c'est-à-dire le format, le personnage, les couleurs cohérentes, et on travaille comme ça. Quelles sont selon toi les plus grandes exigences en fait en matière de création d'albums ? Qui est les plus grandes contraintes, on pourrait dire, quand tu crées un album ? Alors j'ai l'impression qu'il faut être... Ça dépend un petit peu de l'âge auquel s'adresse l'histoire. Parce qu'une fois que j'ai écrit l'histoire, je me dis à quel âge c'est adressé. Je ne réfléchis pas à l'avance. Une fois que j'ai écrit, je me dis
Bon, ça c'est plutôt pour 3 ans, donc il faut une très grande lisibilité, il faut une gaieté pour moi. Il y a quelque chose de fondamental, c'est la gaieté, l'ironie, même quand le sujet est noir, même quand c'est un peu un drame, comme au théâtre, il y a quelque chose de gai qui doit ressortir. Et puis, une fois que l'histoire est faite, on avance et quelquefois, il y a des allers-retours. Par exemple, on n'arrive pas à dessiner une certaine scène, on détourne un peu l'histoire pour qu'on ait envie de dessiner une scène plutôt qu'une autre. Donc, tu t'accordes une liberté quand même dedans, celle d'aller au bout de ton histoire. Fondamentale, c'est-à-dire il ne faut pas penser au regard en retour. Il ne faut pas se dire je veux faire quelque chose qui plaît, je veux faire quelque chose de joli, je veux faire quelque chose qui va plaire à mon éditeur ou quelque chose qui va plaire aux enfants. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut faire son boulot qu'on croit devoir faire, enfin entre guillemets, c'est-à-dire poursuivre l'histoire jusqu'au bout. Et là, on se dit, bon, est-ce que ça me correspond? J'en suis là. C'est pas le chef-d'œuvre, ok, mais j'en suis là. C'est mon boulot, j'ai fait le mieux possible. Et là, donc, je pense qu'on a fait son travail quand on se dit, on a fait le mieux possible. La cerise sur le gâteau, c'est de se surprendre soi-même. C'est de se dire, ah, c'est pas trop mal, ça va. Mais c'est pas toujours le cas. Et c'est simplement le boulot qu'on a fait. On a la conscience tranquille, on n'a pas triché. Voilà. Le problème, c'est la triche. Ah. C'est le problème. Il y a, je trouve, moi, plein de gens qui trichent et on voit que c'est une faiblesse. On voit que c'est un système. Et le système rend moins fort quelque chose dans le dessin. Mais peut-être Grégoire, parce qu'il ne s'accorde pas cette liberté que tu t'accordes et que tu accordes à tes personnages. Je trouve que ce sont des personnages fondamentalement libres. Ils vont quand même jusqu'au bout de leur exploration de façon libre. Et avec humour. Alors moi, ça c'est le sujet c'est vrai qu'on peut traiter au sujet aussi des personnages qui ne sont pas libres, mais disons que mon sujet, ce serait plutôt de se réaliser. Et donc, du coup, c'est ça que j'ai envie de faire passer. Et donc, il faut être libre, quoi. Voilà. Non, mais donc, c'est la clé, c'est le mot d'ordre, on va dire, et dans le trait, et dans la narration de tes histoires. Bon. Et la couleur dans tout ça, parce qu'on a parlé du trait, du dessin, de ta façon de penser la narration. Et la couleur, quand même. Tu es un artiste qui utilise des couleurs tranchées. J'ai mis couleur fauve. Je trouve qu'il y a évidemment une grande influence de toute la peinture de la fin du 19e, du début du 20e, surtout dans tes illustrations. Tu oses. Parfois, tes ciels sont rouges. Et j'ai beaucoup raconté tes histoires à des enfants. Et souvent, je leur ai dit, mais vous vous souvenez de la couleur du ciel dans le livre que je viens de vous lire ? Ils me répondent toujours bleu, même si ton ciel est rouge ou vert, etc. Alors les enfants voient le ciel bleu, mais ils n'ont pas fait attention que l'émotion que tu as voulu porter à une page ou une autre a été portée aussi par ton choix des couleurs. Est-ce que c'est ça, vraiment, ce qui motive le choix de tes couleurs, que ça porte l'émotion du texte ou l'atmosphère, en fait? Alors, effectivement, on a soi-même une sorte de traduction de l'émotion en couleur. Puisque c'est ça, hein, l'utilisation de la couleur, c'est ça. Les gens qui sont déprimés, ils ne font pas des choses gaies, hein, ça c'est clair. Et donc, ça passe malgré soi. Il y a quelque chose, il y a aussi la volonté, mais il y a quelque chose aussi dans le goût. Mais disons que dans le goût, ça c'est un autre problème, parce que le goût n'intervient pas. C'est plutôt une histoire de choix, de se dire, voilà, je veux donner cette impression
de ce livre, dans ce livre, et donc l'impression, là c'était le sujet en l'occurrence du livre, mais l'impression... Et parlons de cet album d'ailleurs Voilà. en même temps, puisque c'est ton dernier album, Un ours pas comme les autres. Voilà, c'est une histoire d'un petit ours qui est de toutes les couleurs et qui est un peu moqué par ses camarades parce qu'il est différent des autres, donc ça entraîne un départ et une aventure spéciale où il se rend compte que le monde entier est de toutes les couleurs et donc ça le rassure et il revient avec un autre sentiment. La couleur, effectivement, il y a aussi un code de couleur, c'est-à-dire que quand on fait un ciel rouge, c'est pour faire une action dramatique ou donner une impression un peu dramatique, comme les expressionnistes allemands l'ont fait voilà, il y a 150 ans. Et donc il y a quelque chose. Et puis après, l'association des couleurs, on se rend compte en les étudiant un peu que quand on fait soi-même, par exemple, des concordances entre deux couleurs complémentaires dans la rosace des couleurs, on se rend compte que ça fait plaisir, un peu comme une pâtisserie, quoi, quelque chose sensuellement agréable. Et c'est vrai que ça doit aussi faire partie des choses, non pas qu'il faut réfléchir, mais qui sont naturelles chez les auteurs. Il y a les couleurs, par exemple, qu'on n'aime pas chez certains. Ils ne sont pas discutables par définition, comme on dit. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais c'est très proche de la personnalité, les couleurs. Les couleurs qu'on choisit, les couleurs qu'on met même sur soi, les couleurs qu'on décide de prendre pour peindre sa chambre, c'est un choix. Et donc, voilà, ça fait partie, je crois, du tout du dessin. Mais on peut aussi dessiner en noir et blanc avec une couleur. On est aussi fort que Oui. on peut être aussi fort. Mais quand même, ça fait partie un peu de la façon dont on peut définir l'esthétisme de tes... Je sais que tu n'aimes pas trop ce mot, mais l'esthétisme de tes albums. Tu fais toujours des choix de couleurs très tranchés, très vives, et ça donne aussi un dynamisme à la narration. Ça, c'est clair. Alors, cet ours de toutes les couleurs, c'est un ours inclusif. Voilà. Voilà. Je me suis rendu compte, curieusement... Dans un sujet très d'actualité. Voilà, et puis, en fait, complètement par hasard, il y avait un ours dans la maison de mes enfants, sans doute, enfin, je ne sais pas exactement, qui était assez neutre. Et puis, je me suis dit, au fond, ça serait assez amusant de faire un ours de toutes les couleurs. Et puis, donc, du coup, je l'ai teint de couleurs différentes. Et j'en ai fabriqué donc un personnage physiquement qui existait. Et je me suis dit, tiens, ça tient le coup. Donc je raconte une histoire. Je raconte une histoire avec lui et je suis parti comme ça sur l'idée que, voilà, d'une couleur neutre qu'on porte sur soi, on devient chatoyant et on peut mal le vivre parce qu'on n'est pas comme les autres. Mais finalement, on se réalise comme ça. Et on trouve sa place. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais à peu près. Je ne sais pas quelle heure il est, j'ai pas de montre. Il est quelle heure? Ah bon, ça va alors. Alors, je reviens sur l'humour. En fait, dans tous tes albums, même quand il y a un drame, il y a de l'humour. Et parfois, cet humour, tu l'apportes avec l'illustration. Et c'est tout l'art de l'album, en fait. C'est que le texte dit une chose et que l'illustration va ouvrir à autre chose ou apporter autre chose. Est-ce que vraiment, c'est quelque chose que tu travailles fortement quand tu fais tes albums, que toujours détendre l'atmosphère avec des points d'illustration, des expressions rigolotes, cette forêt au tronc rose avec des petits yeux cachés dans la nuit. Forcément, ça fait sourire les enfants. Forcément, ça les rassure en quelque sorte sur une issue d'histoire qui va probablement bien se terminer. Donc, ils sont capables de vivre le drame tout en côtoyant un certain humour.
Voilà, j'ai l'impression que l'ironie ou l'humour, c'est capital. Et donc, du coup, alors c'est assez drôle parce que je pensais tout d'un coup à quelque chose. Euh, je suis tombé récemment sur pas mal de photos de moi quand j'étais petit. Et honnêtement, j'ai pas de mauvais souvenirs. Il n'y a pas eu de drame. J'ai très bons souvenirs d'enfance, etc. Je ne vois que des photos où je fais la gueule, en fait. C'est assez drôle parce que même quand je suis gay à l'intérieur, j'ai l'air de faire la gueule. Sans doute en ce moment aussi, peut-être. Et alors, c'est assez drôle. Mais j'ai pensé à ça justement avec mes bouquins. Je fais des choses, je crois, j'ai l'impression qu'il faut passer aux enfants quelque chose fondamentalement, même s'il y a des creux, des drames, des accidents, il faut garder une espèce de sourire sur la vie, sinon c'est insupportable. Et donc du coup, je pense que ça fait partie des codes que je m'impose, c'est de détourner ce qui peut vous arriver en quelque chose de drôle. Oui, quoi. mais c'est jamais des grosses blagues. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Les blagues, c'est autre chose. Oui, c'est ça. On est dans quelque chose de plus subtil, en fait, qui cache parfois une inquiétude. Enfin, voilà, sous un sourire. Comme dans la vie, quoi. Alors, les blagues, c'est pour oublier les blagues. C'est pour oublier la difficulté, c'est un caractère comme ça. C'est pas des choses importantes. C'est important de blaguer dans la vie, mais la blague elle-même, c'est par définition la légèreté. Eh bien, dans une histoire, construire sur une blague, moi, ça me convient pas. C'est pas mon esprit. On n'est pas dans le gag. Voilà. Ouais, on n'est pas dans le gag dans le sens que c'est pas mon esprit de construire quelque chose sur une blague. Mais par contre, faire des blagues pendant la vie où il se passe quelque chose, ça me va très bien. Grégoire, on va aborder un autre aspect de ton travail, de ta vie en fait, qui est ton travail d'éditeur. Un travail important puisque tu as à peu près 30 albums par an qui sortent, je crois. C'est ça. Alors on a étalé une petite farandole de personnages. Pour les 0,4, enfin tu dirais 0,3 ans, 0,2 ans. Bon. Un peu plus, non. On va jusqu'à 4 ans hein, dans Loulou. Oui, largement. Oui. Et même... quelquefois au-delà. En Amérique du Nord, au-delà. Je les utilise en première lecture, moi, en Amérique et au Canada. Ok. La contrainte la plus importante pour toi, quand on écrit et qu'on destine un livre pour les tout petits, c'est quoi? Enfin, la qualité, pardon, c'est pas la contrainte, mais la qualité la plus importante quand on écrit pour un tout petit. S'il y a un mot, je dirais la clarté. Je dirais la lisibilité. Non pas la facilité de lecture, mais la compréhension du dessin, la compréhension d'une page, que ça ne soit pas confus. Après, qu'il y ait des choses un peu interrogatives, très bien, etc. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation sur la lecture d'un dessin. Ça, c'est pour le plus jeune âge. Après, c'est complètement différent dès qu'on est lecteur ou même quand on est entre 5 et 8 ans, disons, pour les albums qui sont des aventures, aucun problème. Il n'y a pas de problème de lisibilité immédiate. Pour les petits, je pense qu'il faut la lisibilité immédiate et toujours l'idée de l'humour, toujours l'idée du décalage, de la dynamique d'une page, de réfléchir à l'envie de tourner la page pour voir ce qui va se passer. Ça, c'est très important parce que c'est comme ça que les enfants découvrent la linéarité d'une histoire, en fait, en très peu de mots. Absolument. Oui. Voilà. Donc j'ai mis cette histoire, cet extrait, ce détail de l'illustration de Mathieu Maudet dans J'y vais, qui est un livre qui marche très très bien. Et on sent juste dans le langage corporel du petit oiseau, quoi, l'envie d'aller plus loin et donc d'avancer. Je ne sais pas s'il y a des étudiants en art ou en art graphique ici, mais j'avais envie de mettre ce nuage de mots et de demander du coup si tu avais des conseils à donner à des
jeune qui voudrait devenir auteur, illustrateur, qu'est-ce que tu donnerais comme priorité dans tous ces mots-là, parmi tous ces mots-là? Choisir un mot alors, la conviction soi-même pour ce qu'on fait, c'est-à-dire montrer un projet quand on est satisfait, non pas qu'on trouve ça formidable, parce que ça c'est plutôt un danger, mais disons être convaincu que c'est juste par rapport à qui on est. On a fait son boulot, ça va. La conviction. Le personnage est très important et il doit vous correspondre. Ça ne doit pas être un personnage fabriqué par rapport au succès qui existe à droite à gauche. Surtout pas se dire les loups ça marche, il faut faire un loup, Les fées, etc., etc. ça marche. Voilà. Le rythme. Parce qu'on doit s'y capital. Excuse-moi de t'interrompre, parce que au fond, il faut que le jeune lecteur s'attache tout de suite au personnage. Donc, il faut créer quelque chose de fort avec le personnage d'emblée. Voilà. Il faut faire un personnage sinon attachant, en tout cas drôle et dynamique pour qu'il y ait quelque chose, une espèce d'élan du lecteur. Et puis après, la couleur, le dessin, ça c'est une question personnelle pour les auteurs. Oui. Tu n'es pas obligé de tout choisir. Hein. Non, mais je réagis par rapport à ça. C'est vrai que le rythme est très important, mais ça se retravaille. On peut avoir moins de métiers et donc avoir des suggestions sur le rythme. Et ça, c'est le boulot de l'éditeur. Et voilà. Et un texte, encore une fois, très simple pour les petits. Et j'ai mis le mot esthétique pour que tu nous redises combien il n'est pas nécessaire de vouloir séduire forcément par des personnages beaux, jolis, bien dessinés, mais plutôt des personnages qui ont du caractère, au fond. Absolument, oui. L'esthétique, c'est plutôt... ça, c'est une histoire de goût. Et ça n'intervient pas vraiment parce que, disons que en tant qu'éditeur, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas être du tout intrusif sur un auteur, sur un projet en lui disant ça ne me plaît pas, ça c'est pas la question. La question c'est un livre doit fonctionner dans sa globalité, c'est-à-dire avec tous ses paramètres, ou ne pas fonctionner, et à ce moment-là, on discute ou on ne le prend pas. Mais l'esthétique n'est pas capitale. On peut avoir un sentiment d'être très très loin de ces personnages, mais ce n'est pas le sujet. On ne demande pas à l'éditeur d'accrocher le livre chez lui dans son salon. C'est juste... l'idée que ça lui convient, ça a tous les paramètres des choses qu'on pense devoir marcher, puisque c'est un marché, donc il faut tenir compte aussi du succès d'un livre, puisque c'est le retour. C'est pour ça que c'est pas de la peinture. Le livre, c'est pas de la peinture, c'est pas de l'art entre guillemets en soi. C'est une expression artistique, mais il y a une part commerciale dont il faut tenir compte. C'est pas dégradant, c'est juste la règle du jeu. C'est comme ça, et donc ça fait partie du boulot. C'est pas de la peinture. Mais d'ailleurs, on a presque terminé. J'ai encore une petite image à te montrer. Justement, dans l'esthétique, je trouve que les parents s'orientent beaucoup vers ça quand ils choisissent des livres pour enfants. Ils feuillettent le livre, les illustrations leur plaisent, puis ils rentrent à la maison et ils sont parfois déçus parce qu'ils se sont juste pris au piège de l'apparence du livre. Mais tout le monde sait que les parents ont tendance, plus ou moins insidieusement, à imposer leur esthétique aux enfants. Oui, c'est comme ça, c'est l'éducation, etc. Et c'est vrai qu'on a le droit, quand on est enfant, d'avoir une esthétique différente. Après, on a un peu l'esthétique familiale, probablement, par capillarité. Mais sinon, c'est vrai que souvent, les enfants aiment les choses criardes, très efficace, etc. On n'est pas obligé d'aller là-dedans.
on peut faire quelque chose de beaucoup plus personnel et de toucher les enfants quand même. Bien sûr. Et dans la collection Loulou, je trouve qu'il y a assez de diversité justement pour correspondre à cette nécessité. Il y a des caractères très différents. Ouais. Loulou, oui. Alors pour terminer, parce que c'est bientôt terminé, j'ai mis cette image. J'ai mis 1001 projets à venir. Grégoire Solotarev devant moi va faire quoi plus tard dans les jours à venir? Tu nous as parlé d'un projet d'album, mais est-ce que dans ta création artistique, est-ce que tu vas refaire de la sculpture, des films d'animation? Qu'est-ce qui te tente le plus aujourd'hui? Alors ça dépend des jours. Disons que... Et des heures peut-être. Voilà, même des heures, oui. Il y a des choses que j'aimerais faire qui sont difficiles à réaliser quelquefois parce que ça a une dimension un peu grande et donc voilà, c'est quelquefois un peu compliqué. Faire des livres toujours, ça me plaît. Bon, ça nous rassure déjà. Ça me plaît beaucoup, j'adore ça. J'ai beaucoup de projets dans mes tiroirs qui vont être réalisés ou pas. On verra bien, ça c'est pas... un peu de... Peut-être... une chose qui m'intéresse, qui est nouvelle pour moi en tout cas, qui est ce qu'on appelle l'art immersif, c'est-à-dire les projections complètes à 360 degrés d'images. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec ça pour les enfants. Et il y a de plus en plus d'espaces pour le faire aussi, qui sont dédiés à ce genre de... Et voilà, on m'a demandé de réfléchir là-dessus. Et ça m'intéresse d'abord parce que c'est nouveau, et ensuite parce que j'ai l'impression que dans le dessin, il y a quelque chose à faire avec ça. Alors, merci. Et avant qu'on t'applaudisse très fort, je voulais simplement rappeler qu'il y a une séance de signature, de dédicace pour toi à 13h30 sur le stand de l'École des loisirs, évidemment. Vous rappelez aussi qu'il y a eu un film très beau sur les 35 ans de Loulou qui a été créé, que vous pouvez aussi trouver sur le site. Alors, prenez le temps de le regarder. C'est un film magnifique pensé par Dominique Masdieu. Alors, merci encore Grégoire. C'était un plaisir de converser avec toi. Merci à vous.